Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Voici un livre qui fera sûrement parler. Partis politiques à vendre, enquête sur des offres du marché de transaction des investitures de candidature à l'élection présidentielle au Cameroun en 2025. C'est une enquête menée par Ramani Yeh, lui qui est politologue, conseil et jurisconsulte au cabinet Legistry à Yaoundé. Il supervise depuis lors des recherches des groupes d'études de politique comparée sur l'histoire politique et constitutionnelle des États depuis 2013 au cabinet Polstra. Et il avait saisi par écrit plusieurs fois, il y a des années, le Conseil constitutionnel et s'était dûment présenté, intitulé personné, après notification à maintes reprises devant ses 11 membres au cours des audiences publiques de cette instance qui statue des contentieux relatifs aux élections présidentielles, parlementaires et des consultations référendaires. Il s'était, le cas échéant, donc appesanti dans les requêtes sur des questions de droit substantiels et des problèmes de carence d'application de certaines normes juridiques en matière électorale, ayant, après accréditation ministérielle, conduit des années précédentes plusieurs équipes d'observation électorale dans les bureaux de vote. Et il continue en ce moment la recherche indépendante de façon permanente pour l'amélioration de certaines dispositions relevant du droit processuel camerounais et concernant certains États étrangers. Ramani Yeh, bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir à vous et bonsoir à tous nos auditeurs et certainement nos futurs lecteurs et enquêteurs. Enquêteurs parce qu'effectivement vous proposez une enquête exclusive sur notamment les offres du marché de transactions dans le domaine des investitures, des candidatures à l'élection présidentielle, précisément pour le cas de 2025. Pourquoi est-ce que vous décidez d'écrire notamment sur cette question-là? Oui, effectivement, je décide d'écrire parce que lorsque vous vous souvenez un peu de ce qu'on appelle l'épistémologie, qui est une science, je dirais, transversale dans le champ des sciences sociales et même de la science en général, on vous rappelle que l'épistémologie, c'est l'étude critique des sciences. Oui. On remet un peu les sciences en cause, notamment par rapport à leur objet ou encore leur démarche. Et justement, en épistémologie, il y a un auteur que on rencontre régulièrement qui s'appelle Gaston Bachelard, oui, qui rappelle souvent, lorsqu'il parle de rationalité appliquée, de bien distinguer la connaissance vulgaire et la connaissance scientifique. Et on constate que la connaissance vulgaire, elle est grande, elle est triomphante, on la retrouve partout. Cependant, elle n'est pas toujours vraie. Oui. Parce que la connaissance scientifique poursuit le vrai. Peut-être pour cette raison, Gaston Bachelard indique que l'opinion pense mal ou ne pense simplement pas. Certainement pas. Alors, ce livre donc a une thématique générale qui rejoint en fait les études de sciences politiques et de sciences juridiques. C'est un carrefour en fait, ce livre. Et dans ce livre, la problématique centrale est la suivante. Quel est le rapport qu'entretiennent les partis politiques et
le droit de candidature à l'élection présidentielle. Oui. Et à l'intérieur, on se rend donc compte que la double analyse nous amène à 2 taxonomies, donc 2 classifications, à savoir les partis représentés dans la République et les partis non représentés. Et dans ce livre, pour arrêter ainsi, il est question de nous interroger d'abord sur le plan de l'analyse juridique. Parce que l'analyse juridique a ses étapes. La première étape de l'analyse juridique, c'est quoi? C'est la connaissance des lois et du droit. Donc il faut connaître les textes. Ensuite, il y a l'exégèse et enfin, il y a une possibilité d'herméneutique ou d'explication. Et l'analyse juridique se clôt souvent par les difficultés d'application d'une loi quelconque. Oui. Maintenant, comme c'est la double analyse, l'analyse politologique, elle, notamment dans sa démarche d'analyse politique, a aussi, je dirais, 3 éléments. L'analyse politique dont vous entendez, qui est un domaine de la science politique. L'analyse politique fonctionne d'abord par l'observation. Oui. L'enquête, dont on observe les faits sociaux, ce que les gens disent, comment est-ce qu'ils se comportent dans le champ social ou le champ politique. Et il y a aussi ce qu'on appelle les méthodes non réactives. Dans l'analyse juridique, les méthodes non réactives consistent à exploiter des tableaux, exploiter des statistiques et même exploiter des cartes. Donc voilà un peu la double analyse qui est faite dans ce petit livre où on parle des partis politiques à vendre. Parti politique à vendre, l'élection présidentielle arrive, ce qui justifie forcément la rédaction de ce livre. Vous avez parlé des partis politiques qui sont représentés. Oui. Ici, il s'agit des partis qui auraient un représentant, un élu, globalement. Non, nous nuançons un peu. D'abord, il faut comprendre d'abord que lorsqu'on parle d'élection présidentielle, il y a 2 manières, 2 modalités pour être en candidature. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre la candidature et être candidat. C'est 2 étapes différentes. Ouais. Et qui ont des frontières parfois étanches. Lesquelles, précisément? Première des choses. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il y a donc 2 chemins. Le premier chemin, c'est que vous pouvez passer par un parti politique tout court. Ouais. Et dans cette dimension, il faut donc distinguer, contrairement à ce qu'on pense, les partis représentés et les partis non représentés. Les partis représentés sont donc ceux qui ont au moins un représentant élu ou nommé. C'est ça la nuance. Oui. Les gens oublient qu'il y a des représentants nommés. Par exemple au Sénat. Au Sénat, il y a 30 sénateurs nommés par décret du président de la République. C'est pour cela qu'on dit donc qu'un parti doit donc avoir un représentant tout court. Et ces représentants, on les trouve où? Dans les institutions constituées. Là, nous sommes dans le juridique. Tout à fait. Ces institutions constituées sont d'abord le Parlement, qui est constitué de 2 chambres, oui. À savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Très bien. Et si tous les membres de l'Assemblée nationale sont des élus, au Sénat, il y a à la fois les élus et les nommés. Et comme on est dans la chambre des 100, parmi les 100, 70 sont donc élus et 30 sont donc nommés par décret. C'est ça la représentation au niveau du Parlement. Et il y a maintenant la représentation au niveau des conseils régionaux. On a 10 régions au Cameroun et chaque conseil régional a à sa tête un président du conseil régional et ses pairs. On a donc la 3e et la dernière représentation qui n'est pas des moindres, car c'est le plus grand gisement, qui est le conseil municipal, c'est-à-dire l'ensemble des conseillers municipaux de la République. La loi vous dit donc que voilà les gens qui sont donc les représentants. Et ainsi, lorsque vous êtes détenteur des représentants, vous avez donc droit à ce qui vous est réservé de droit. La deuxième manière d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est d'être investi par un parti politique, investi comme candidat indépendant. Parce que je reviendrai avec la nuance tout à l'heure du parti non représenté. Parce que le parti non représenté a aussi le droit. Mais parlons d'abord de la candidature indépendante. Par candidature indépendante, on entend celle
qui n'est pas porté par un parti politique quelconque. Donc, vous vous en tenez uniquement aux deux conditions substantielles en tant que Camerounais. Les deux conditions substantielles sont pour être candidat à l'élection présidentielle de façon indépendante. Je dis bien les conditions substantielles. On va en ajouter tout à l'heure, certainement. Oui. Il y a être Camerounais d'origine, être âgé d'au moins 35 ans. Et on ajoute avoir résidé pendant au moins 12 mois sur le territoire national. C'est ça les conditions substantielles. Il y a d'autres conditions supplémentaires. Casier judiciaire, copie de l'extrait de l'acte de naissance et autres documents quelconques. Donc voilà grosso modo les deux manières. Soit vous passez par un parti politique, soit vous êtes candidat indépendant. C'est ça donc les conditionnalités. Alors, il y a eu, et ça a même cours en ce moment, un débat sur la possibilité pour certains partis politiques d'investir en candidat. Beaucoup estimaient que si vous n'avez pas d'élu, vous ne pouvez donc pas présenter une candidature. Ce qui est archi faux. Je reviens donc sur la taxonomie sur laquelle vous m'avez interrogé au départ. Oui. On est donc sur les partis politiques maintenant dans le livre. C'est là où on revient dans le cœur du problème. Les partis politiques représentés ont le droit d'office de procéder à une investiture de candidature. Et les partis politiques non représentés, c'est-à-dire non représentés ni par des élus, ni par des nommés, ont aussi le droit d'investiture de candidature à l'élection présidentielle. Mais à condition. À condition que ce parti politique non représenté quelconque demande au moins à celui qui a été choisi de compléter son dossier avec 30 signatures par région avant d'aller déposer à Elécam. Ça fait au total 300 signatures. 300 signatures. Donc, on va retenir à travers le Cameroun. À travers le Cameroun. Donc 30 par région. Oui. Ça veut dire ça c'est pour les partis qui n'ont malheureusement pas, qui ne sont pas représentés. Oui. Et également valable pour les candidatures indépendantes. Les signatures sont valables aussi pour les candidats indépendants. Oui. Comme vous le constatez donc, cette affaire d'avoir un élu n'existe nulle part dans la loi. Car dans l'article 121 de la loi portant code électoral, on distingue les partis représentés et les partis non représentés. Nulle part il n'est écrit le mot élu. Alors, il y a les partis représentés. Est-ce que c'est de ces partis-là que vous dites qu'ils soient à vendre, finalement? Parce qu'il y a des partis politiques qui ont effectivement un représentant et qui peut-être n'auraient pas envie de présenter un candidat ou d'investir une candidature. Est-ce donc là ces partis à vendre? Alors, M. Foucault, vous me faites un peu sourire là parce que vous êtes déjà en train de percer l'abcès. Oui, parce qu'il faut bien y arriver. Hein. Voilà. Les partis à vendre, on voit bien. Et je pense que c'est pas anodin. Oui. Au niveau de la première des couvertures, plusieurs partis politiques qui sont cités. Et ces partis politiques ont effectivement des représentants. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons déjà convenu que tout parti politique légalisé peut procéder à l'investiture de candidature à l'élection présidentielle sous réserve du respect des conditions spécifiques liées à sa situation juridique. Prenons le cas de deux situations juridiques. Première situation juridique, parti représenté. Deuxième situation juridique, parti non représenté. Oui. Premier cas, parti politique représenté, sa situation juridique est connue dans la loi. On dit, vous avez le droit d'office d'investir une candidature à l'élection présidentielle. Oui. Et on peut en citer, si vous voulez, sur la première de couverture. C'est eux qu'on présente. Oui. Manidem, PUR et d'autres, SDF, PAL, UDC, oui. FNC, LDPC. Suffisamment de partis quand même. Univers qui a annoncé d'ailleurs une candidature. Oui. L'UNDP, ainsi de suite. Et surtout l'UPC. L'UPC, il serait en tête. Il est en tête. Pour une raison. La couverture parle au lecteur. Il est en tête parce que l'UPC est un parti représenté par un représentant
nommé. C'est pour attirer l'attention. Représentant nommé. Nommé. Au Sénat. Au Sénat. Donc l'UPC a un représentant nommé au Sénat. C'est pour ça qu'on le met en premier lieu pour attirer l'attention du lecteur. Pour qu'il cesse de dire qu'il faut seulement avoir un élu. On lui dit, première des choses, regarde d'abord celui-ci. L'UPC a un représentant nommé au Sénat. Alors, ils sont si nombreux comme vous le voyez. Cependant, il y a la deuxième situation juridique. Les partis politiques qui n'ont pas de représentants quelconques. Ceux-là peuvent procéder une investiture. Je parle de procéder une investiture. Donc c'est une locution que j'ai essayé d'articuler dans le livre. Procéder une investiture. Oui. Puis ce procédé, c'est effectuer. C'est se mettre à faire une telle chose. Alors, ici, on se pose la question de savoir si un citoyen, maintenant, cherche un parti politique pour l'investir. Est-ce possible? C'est donc cette possibilité qui surgit donc du cœur de la problématique. À savoir que dans la pratique politique, dans les usages, on peut aller emprunter un autre parti politique quelconque et se faire investir à l'élection présidentielle. Donc en réalité, on pourrait prendre ou alors essayer d'utiliser un parti, un appareil politique pour pouvoir être candidat. Bien Mais entendu. à quelles conditions? Est-ce que les dessous de ce deal sont souvent connus? C'est donc la problématique que nous posons au chapitre 4 de cet ouvrage. Oui. Alors, nous sommes partis dans des faits politiques récents, notamment de l'élection présidentielle de 2018. On a donc constaté qu'il y a une pratique politique, parce qu'il y a les lois et les pratiques politiques aussi. Dans les pratiques politiques, on se réfère à cette élection de 2018. On a donc constaté dans l'enquête qu'il y a effectivement des citoyens qui sont allés emprunter des partis politiques dont ils n'étaient ni membres au départ, avec qui ils n'avaient aucune histoire. Et justement, dans le livre, on a évoqué deux exemples, deux cas. Le premier cas, c'est celui du citoyen Cabral Libi. En 2018, à quelques semaines avant l'élection présidentielle, il n'a pas de parti politique pour l'investir. Il se lance donc à la recherche d'un parti politique. Comme on se lance à la recherche d'un véhicule. En ce moment, on dit qu'il est en position de candidat racoleur. Quand c'est le parti politique qui va à la recherche, dans le livre, on parle de parti racoleur. Vous voyez bien l'image. Quand vous allez à Douala, parfois il y a des agences qui sont bien connues. Vous prenez un appareil politique en cours. Vous prenez un car racoleur, c'est-à-dire que vous prenez un car là en route qui n'a rien à voir avec les agences de voyage officielles. Et ça vous amène à Douala, parfois à vos risques et périls. Donc, il est donc allé emprunter un parti politique que vous connaissez très bien, le parti Univers, du professeur Nkumvondo. Merci beaucoup. Et ce parti l'a donc amené à l'élection présidentielle. On dit donc qu'il est le 1. Et il est sorti, d'après les résultats, les sources du Conseil constitutionnel, 3e à l'élection présidentielle de 2018. Et il n'y a pas que lui. Contrairement à ce qu'on pense, on oublie souvent. Il y a aussi le juriste-avocat. Je dis bien juriste-avocat. Parce qu'il n'y a pas que les avocats qui sont des juristes. Il y a des juristes notaires. Il y a des juristes huissiers de justice. Il y a des juristes conseils, comme votre modeste serviteur. Tous sont de la famille des praticiens du droit. Le juriste avocat Akeremouna avait emprunté le FDP. Tout à fait. Il a emprunté le FDP. Sa candidature a été portée par ces partis politiques jusqu'au Conseil constitutionnel et ça a été validé au Conseil constitutionnel. Vous le savez bien. Tout à fait. Donc, parmi les membres, les 9 candidats, puisqu'on est maintenant avec les candidats au Conseil constitutionnel, il était bel et bien figurant parmi. La liste a été proclamée par le Conseil constitutionnel. Il était parmi. C'est vrai qu'il s'est désisté à un moment donné. Dernière semaine. Mais trop tard. Parce que la loi dit qu'il y a un temps pour se désister. Parce qu'il y a une inférence. Quand vous désistez assez tôt, il y a possibilité qu'on vous rembourse votre cautionnement. Tout à fait. Pas la caution, mais le cautionnement. Parce qu'en droit, le cautionnement, c'est un gage de responsabilité.
le cautionnement, c'est quelque chose qui est aussi remboursable. Donc c'est ça le cautionnement. Ça n'a rien à voir avec la caution qui relève du droit civil et qui a une autre signification. Et que, troisièmement, le cautionnement ne pourrait être amené à servir à d'autres fins. C'est ça le cautionnement. Si vous avez un certain pourcentage lors de l'élection, ou si vous enlevez votre candidature à temps, on peut vous rembourser votre cautionnement. Par contre, la caution en droit civil en matière de bail peut être, je dirais, traduit ou encore converti autrement avec le bailleur. Tout à fait. Par contre, le cautionnement ne saurait être converti à quoi que ce soit. Ou le trésor public le retient, ou simplement on vous le remet. On ne vous dira pas qu'on va garder parce qu'on voudrait construire une route avec, ou je ne sais pas quoi. Oui. Donc voilà la situation. Donc voilà donc ces cas. Et je parle donc de transactions. On fut ensemble. Est-ce que à cette époque-là, en 2018, dans cette transaction, il y a eu le truc? Car lequel? C'est la question qu'on se pose avec notre lecteur, qu'on promène notre lecteur, on demande à notre lecteur de nous suivre. Puisque dans le même livre, il y a une terminologie utilisée par l'auteur que j'utilise, à savoir les proviseurs de partis politiques. Ouais. Là, pour désigner qui exactement? Mais pour nous rappeler de certains faits sociaux que nous avons eu dans notre pays. On a souvent eu des rumeurs selon lesquelles certains proviseurs vendaient des places d'inscription dans les lycées. Tout à fait. Vous savez, c'est une histoire, je ne sais pas si... Cela est connu par le grand public. Voilà. De toutes les façons. Alors, malheureusement. Oui. Alors, les partis politiques à vendre. Oui. Vous avez parlé de transactions. Oui. Quelles peuvent être notamment la nature ou les natures finalement des engagements qu'on peut avoir? C'est-à-dire que les partis politiques sont à vendre, certes, mais est-ce qu'il y a des compensations, aussi bien sur le plan matériel que financier? Quel type d'engagement l'on peut prendre si l'on veut emprunter un appareil politique X ou Y? C'est là où la terminaison juridique atterrit dans la littérature juridico-politique. À savoir ce qu'on appelle en droit le pacte de quota litis. En littérature ou en latin juridique, on parle de pacte de quota litis. Oui. Si vous permettez que je traduise. Allez-y. Alors, que nous puissions tous être au même niveau de compréhension. Très bien. Ça veut dire que dans les ententes privées, dans des pactes privés, il y a ce qu'on appelle les pactes de quota litis, donc les pactes de quote-part. Au cas où je vous donne l'investiture, je vous donne la place, je n'ai pas encore parlé de vendre, je vous donne la place, et que vous êtes président de la République, qu'est-ce que moi, le proviseur du parti, je gagne? Je gagne. Et on l'appelle pacte de quota litis pour deux raisons. Premièrement, parce que ce genre de pacte n'est pas établi dans les lois du Cameroun. Nulle part dans les lois, on a dit que vous pouvez vous asseoir et faire un arrangement à telle somme ou à telle somme. Oui. Donc, c'est la première raison. Deuxièmement, c'est un pacte de quota litis dont de valeur de nature privée. C'est que c'est nul en matière d'ordre public, juridiquement. C'est-à-dire que nulle part, on a donné la possibilité aux gens de porter plainte au cas où ils sont floués. Dans l'entente. Dans l'entente ou le pacte. Oui. Oui, ça veut dire que on revient à ce qu'on appelle la définition des infractions en droit. Si jamais quelqu'un vous prend quelque chose, bon, prenons l'hypothèse où le candidat a acheté la place dans le parti politique pour être investi. Il a versé de l'argent, la mallette est passée, et que le lendemain, il apprend à la radio que le parti politique a plutôt investi une autre personne. Est-ce que celui qui a été floué a la possibilité juridique de porter plainte? On revient dans la loi, on constate qu'il n'y a pas une telle infraction dans la loi. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez engager votre argent, oui, et vous retrouvez que vous n'avez pas été investi. Vous n'avez pas été investi. Et vous ne pouvez malheureusement poursuivre personne en justice. À supposer même que vous déniez, vous vouliez même poursuivre la personne, quelle est l'infraction qu'on va appliquer à la personne qui vous a floué, au proviseur du parti, qui vous a fait croire que
vous avez votre place garantie en terminale A. Ou en terminale C ou dans n'importe quel terminal. C'est donc ça. La transaction s'est déroulée dans le noir et donc forcément c'est difficile de revendiquer à haute voix. Oui, ça serait difficile, bien que ça ne serait pas impossible. Puisqu'on a eu un fait social à la FECAFOOT. Lors des élections, il y a des années à la FECAFOOT, je crois des membres du conseil de la FECAFOOT, il y a une dame, une jeune dame, qui est très présente dans les médias, dans les réseaux sociaux d'ailleurs. Il suivait mon regard, qui n'avait pas pu accéder à un poste à la FECAFOOT, qui est la Fédération camerounaise de football, et qui à la fin du processus, n'ayant pas vu son nom, avait cravaté un négociant devant tout le monde, lui demandant de rembourser son argent. Que rembourse-moi mon argent, mon nom n'est pas sorti à la fin. Donc, dans cette transaction aussi, pour les partis politiques, on se rend compte que la loi n'a pas précisé une infraction quelconque. D'abord, la loi ne reconnaît pas ces pactes, en sein privé. Comment est-ce qu'on va donc se comporter? Dans tous les cas, les réactions ne peuvent pas être connues a priori par nous. Nous nous interrogeons seulement, comme vous avez posé la question, ce genre de transaction, de pacte de quota litis en privé pourrait coûter combien? Vous avez même demandé si c'est en nature ou en espèces. Par exemple. Si nous prenons les deux cas en 2018 entre Cabral Libi, le jeune activiste, et le dirigeant du parti Univers en 2018, ils sont les seuls à savoir dans leur secret. Nous menons l'enquête ensemble, ainsi que nos lecteurs. Pour le juriste avocat Akere Mouna, qui a été investi par le parti FDP, comment ça s'est passé? Est-ce des promesses? Est-ce qu'il y a eu des choses en espèces ou en nature? Nous, avec nos lecteurs, avec mes lecteurs, ensemble, nous continuons le polar. Oui. L'enquête d'ailleurs se poursuit. Et j'aimerais dire que ce qui est valable pour les partis politiques, peut-être l'est également pour les signatures. En ce moment, on a parlé des 300 signatures en conquête. Alors, comment est-ce qu'un candidat, du moins quelqu'un qui souhaite être investi, peut-être candidat indépendant ou encore avec son propre parti politique qui malheureusement n'est pas représenté, est-ce que les signatures en réalité on les obtient par un moyen peut-être de discussion, par également des moyens des deals? Comment est-ce qu'on peut obtenir ces signatures-là? Est-ce que c'est davantage sur la base des convictions, de la présentation d'un programme fiable, ou alors la politique a ses réalités que l'on ne peut pas déterminer en termes de deal également? Ça peut être des mallettes qui passent ici et là. Est-ce que ceux qui détiennent la signature ont conscience du pouvoir qu'ils détiennent en même temps? Je pense beaucoup en ont conscience. D'ailleurs, ils auront davantage, puisque c'est le moment, c'est la saison des signatures actuellement pour des hommes politiques normaux. Puisque quand vous vous engagez dans la voie de candidature indépendante, la collecte des signatures est obligatoire. C'est une condition sine qua non dans votre dossier. Quand vous êtes investi par un parti politique non représenté, la collecte des signatures est incontournable. Maintenant, nous avons évoqué tout à l'heure les responsables qui doivent signer ces représentants dans la République. Et je tiens à rappeler que ils doivent apposer ces signatures à un moment donné. Parce que il y a le temps et il y a les délais. Et ces signatures qui doivent être apposées doivent être des signatures légalisées au préalable sur un document précis. Présentation de candidature notamment. Oui. Alors, est-ce que le document en question est disponible à l'heure actuelle? Pas du tout. Et ce document s'appelle lettre de présentation de candidature à l'élection présidentielle ou fiche
de présentation de candidature à l'élection présidentielle. Et vous dites qu'il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Vous avez effectué des démarches à votre niveau pour l'obtenir, par exemple? Bien sûr. En tant que chercheur, je suis dans la neutralité et l'objectivité. C'est le médecin qui conseille les gens, qui attire leur attention. Et aussi, en tant que fondateur d'un collectif Droit pour le peuple, dont le principal objectif est l'éducation juridique des masses et la sensibilisation aux droits des citoyens. J'ai écrit en 2004 3 fois de suite pendant des mois au président du conseil électoral, Sir Enor Abrams Egbe. Voilà toutes les lettres. Oui. Il n'a jamais répondu. Pas de réponse jusqu'à date. Jusqu'à date. Il y a de cela 6 jours, en 2025, j'ai relancé les écrits. Je lui ai écrit pour réclamer encore la fiche de présentation des candidatures pour l'élection présidentielle. Il n'a pas toujours répondu jusqu'ici. Et le temps ne fait que passer. Et il y a 2 conséquences qui pourraient arriver. Lesquelles? D'abord, le temps. Pour collecter les signatures dans 10 régions du Cameroun, on demande 30. Il faut faire le tour du pays. Puisque vous n'allez pas vous asseoir dans votre maison et attendre et appeler les gens de Kousséri à venir signer, la lettre de Kiossi, d'Idabato, de Ngelmendouka, de Ngomejab, de venir signer chez vous. Vous devez être dans le champ avec eux. Alors, la deuxième conséquence, c'est que dès qu'on va convoquer le corps électoral, les gens n'auront que 10 jours pour déposer rapidement leur dossier à Elekam. 10 jours. Seulement 10 jours. Donc, 10 jours ne suffiront pas du tout pour collecter les 300 signatures si vous ne les avez pas avant. À vous de constater, est-ce que vous pouvez faire le tour du Cameroun en 10 jours? C'est pas évident. Et la loi, troisièmement, la loi n'a pas demandé d'attendre la convocation du corps électoral. Du corps électoral. Donc on peut commencer aujourd'hui, on aurait peut-être dû commencer depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Mais si le document en question n'est pas disponible, comment est-ce que les candidats font donc pour obtenir des signatures? Ce que nous avons constaté, c'est que malgré toutes nos sensibilisations dans les médias, il y a le cabinet légistique qui a fait une étude sur un échantillon de potentiels candidats qu'on trouve dans tous les médias presque, matin, midi et soir. Il y en a qui font même 6 télévisions par jour, 4 radios par jour, concernés par cette formalité. Et le cabinet a sorti officiellement une étude publiée de cet échantillon de gens qui passent dans les médias, même dans certains médias bien connus, même les vôtres. On a par exemple constaté qu'il y avait dans l'échantillon un certain monsieur Aimé Cyprien Olinga, de son parti FDR non représenté. A-t-il déjà la fiche de présentation de candidature? Non. On a vu monsieur Ibrahim Yiché, très présent dans les réseaux sociaux, un grand activiste des WhatsApp et autres. On a aussi vu monsieur Kamto Maurice, qui aussi publie beaucoup dans les réseaux sociaux. On a aussi vu monsieur Valère Bertrand Bessala, du parti, le parti Jouvence. Son propre parti. Vous le voyez dans les télévisions, on ne peut pas cacher. Il est là. Qui devrait au moins mener ce combat, de récupérer au moins la fiche de présentation de candidature. Tout à fait. Et il y a monsieur Serge Sepo, qui est journaliste. C'est normal, c'est un métier noble, mais qui a aussi le droit d'être en politique, dont le parti politique s'appelle CPC, à savoir Congrès progressiste du Cameroun. Tout à fait. On l'a aussi vu. Il y a aussi M. Samuel Bilon, du mouvement réformateur. Tous sont des partis politiques non représentés, à qui on a demandé, est-ce que vous avez déjà la fiche de candidature? Et jusqu'à présent, pas de réponse affirmative. Pas du tout. Alors, vous avez demandé à répondre quand même à quelques questions des auditeurs. Oui. Je ne sais pas si on aura suffisamment du temps. Bon, je vais rappeler rapidement les numéros de téléphone. Pour ceux qui souhaiteraient poser une ou deux questions à l'auteur cet après-midi, cette façon exceptionnelle, 658 08 91 25, 658 08 91 25, 671 15 73 21, 671 15 73 21, 658 08 91 25. S'il y a notamment quelque chose de pas clair dans ce que Ramani venait de dire, apparemment le téléphone sonne tout de suite. Prenons d'abord quelqu'un au téléphone. Allô? Choco. Oui, bon après-midi. Bon après-midi, c'est le patriarche Mani Onana. Oui, le patriarche Mani Onana, on vous écoute pour votre question.
pense qu'il y a des doutes. Lorsque quelqu'un veut postuler les élections présidentielles et qu'il n'a pas son vrai parti d'origine, c'est comme un père adoptif, un père géniteur. Donc c'est des hommes politiques clandestins. Politiques clandestins. Quel que soit le droit que vous allez évoquer là, vraiment, c'est des hommes politiques clandestins. D'accord. C'est entendu le patriarche Mani. Alors, Ramani, est-ce que ce sont des hommes politiques clandestins, comme venait de dire le patriarche? Bon, il fait une remarque. Oui. Vous savez, l'enquête est là, elle est ouverte pour tous les lecteurs. Lui, il a donné un avis, et je ne saurais mettre en question son avis, c'est un avis. Oui. Et dans cette liste échantillon, il y a Dieudonné Somba Atemengue, du PDCC, très présent dans les télévisions aussi. Oui. Alors, voici quelqu'un au téléphone, allô? Allô? Oui, bon après-midi. Bon après-midi. Oui, comment je vous appelle? Je m'appelle Jean-Claude Tétégo. Oui, vous avez la parole, on vous écoute. Oui, j'aimerais poser une question. Et voilà, je suis par exemple un représentant du peuple. J'ai démissionné de mon parti, qui est un parti X. Je vais maintenant dans un parti Y. Est-ce que le parti X dont je viens de démissionner perd sa qualité de représentation? Et est-ce que le parti Y que je vais intégrer a maintenant qualité de postuler? C'est la question que vous pouvez savoir. Est-ce que le parti que je viens d'intégrer a une qualité de représentation? D'accord, c'est entendu. Ramani et vous répond. Oui, il faudrait souligner que lorsqu'on a son mandat, on le garde, sauf s'il y a des poursuites judiciaires. Cependant, la loi n'établit pas la cession de mandat à un autre parti politique. Oui. Donc le parti politique à qui vous cédez le mandat, c'est une cession illégale et ne saurait jouir ou bénéficier de cela. Sinon, tous les jours, on va céder les partis politiques aux voisins, aux frères, aux sœurs et autres. Ce qui n'est pas le domaine de la loi. Alors, pour être peut-être concret, Jean-Michel Nietzsche a quitté le SDF pour une autre formation politique. Si notamment il doit être investi, est-ce le SDF qui bénéficie toujours parce qu'il a été un élu du SDF avant de faire notamment le passage vers un autre parti politique? Est-ce que le parti politique de tout nouveau, FCC, oui, peut le considérer comme étant son représentant, au point de pouvoir investir une candidature à l'adhésion à un parti politique est libre et la démission est libre. Donc il a dit qu'il n'est plus militant ou membre du SDF, donc il est parti. Cependant, son mandat de représentation demeure pour lui seul. La loi ne l'autorise pas à céder cela à son nouveau parti. Oui, ce n'est pas un bien, ce n'est pas un porte-monnaie, ce n'est pas une cagnotte, ce n'est pas un gigot de gibier qu'on cède. D'accord. Alors, quelqu'un d'autre au téléphone, allô? Allô? Oui, bon après-midi. Oui, bonsoir. Oui, je vous appelle? C'est Siméon. Oui, Siméon, votre question. Oui, non, pas une question. Je voulais accompagner l'auditeur qui vient de poser la question et compléter la réponse que le monsieur sur le plateau a donnée. Ramani. Il faut faire comprendre à notre frère qui a posé la question que on n'investit pas une personne, on investit un parti. Et c'est le parti ayant les élus qui sera investi à la présidence. Ce n'est pas une personne ou bien un individu. Donc c'est un parti politique qu'on investit. Donc c'est un peu ça, parce que les gens pensent que si peut-être, comme Nietzsche a démissionné au SDF et qui part au MRC, c'est à ce moment-là que le RMC sera éligible, sera un parti qui pourra poursuivre. D'accord, c'est entendu, Siméon. C'est entendu. Okay. Ramani. Oui, j'aimerais juste souligner à M. Siméon que la loi n'a pas parlé d'avoir un élu. S'il avait suivi le début de l'émission, la loi parle de représentants. Et justement, l'un des objectifs de ce livre, c'était d'enlever le terme élu. Parce qu'il y a des représentants nommés et il y en a qui sont élus. Très bien. Oui. Donc c'est vous avez spécifié quand même cet aspect-là. Voilà, c'est ça. Donc il y a les lois du Cameroun et le juriste est là d'abord pour rappeler les lois. C'est ainsi. Et que le livre Parti politique à vendre, c'est justement pour donner cette possibilité à ceux qui voudraient être candidats à l'élection présidentielle. Toutes ces possibilités-là sont devant qu'eux, et le livre est là pour cela. Tout à fait. On va peut-être prendre quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, bon après-midi. Bon après-midi. Oui, comment je vous appelle? Je suis Pierre-Marie Koda. Oui, on vous écoute. Ouais, je vous suis religieusement. Oui, j'ai suivi un grand procès constitutionnel comme M. Abaoyon.
expliquer que, en réalité, un député, c'est un député de la nation. C'est pas, tu n'es pas député d'un parti. Quand tu es député, c'est pour servir la nation. C'est-à-dire que quoi? Si je suis député RDPC, non. C'est-à-dire que le RDPC n'a plus le droit sur moi. J'ai le droit, parce que mon devoir, c'est de servir la nation. C'est-à-dire que c'est de construire la nation dans tous les cas. Donc j'ai le droit de me retrouver où je veux. Mais sauf que, à mon retour de RDPC ou bien de SDS, on peut me refuser carrément d'adhérer encore plus parce que je les ai trahis. Mais, quand j'entends le juriste parler encore là, moi-même ça m'égare. Moi, ça m'égare. D'accord. En tout cas, merci. Je crois que c'est la dernière intervention. Tout est expliqué dans le livre Parti politique à vendre. Enquête sur des offres du marché de transactions, des investitures de candidature à l'élection présidentielle au Cameroun en 2025. C'est un livre que vous avez écrit, Ramani, hier. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter pour terminer? Pour terminer, il faut simplement dire que lorsqu'on parle de la loi, ce ne sont pas les opinions des individus. Moi, je reviens sur la loi. Dans la loi, on dit que le député conserve son parti politique, son mandat, même s'il est chassé des autres. Cependant, concernant le professeur Abba Oyono, il faudrait qu'on lui demande si la loi autorise d'aller céder son mandat à un autre. Et dans mon livre, je souligne justement que, à l'état actuel de la loi du Cameroun, rien n'autorise un député à aller céder son héritage, son mandat à un autre. Donc il a le droit de garder son mandat, mais il ne peut pas le céder à un parti politique car la loi n'a pas établi cela. Et ce qui n'est pas établi par la loi est illégal et illicite. D'accord. Merci Ramani d'être passé à la radio. Merci d'avoir parlé avec nous et avec les auditeurs de votre livre. Ulrich Kemo était à la mise en onde, coordination éditoriale, une affaire d'Ibel Samari, coordination centrale, Jean Patient Sala, supervision générale, le reverend pasteur Bissaï, Emmanuel Noël, Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom. Je vous reviens lundi prochain à 15h. Diplomatie en mode majeur, c'est dans quelques minutes.